Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tom et Revan. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale de fin de set pour voir si on avait raison ou lamentablement tort sur les cartes et le fait qu'elles vont être très populaires et très fortes à jouer. Mais avant tout, comment vas-tu, Tom ? Bah écoute, ça va super. Je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'on se fasse un petit bilan de ce 7-5. On va revoir un peu les tops et les flops de ce set par rapport à ce qu'on avait prédit ou pas. Et à la fin, une petite conclusion si on a aimé ou pas ce set aussi. Ça peut être sympa d'en parler. Et bien sans plus attendre, si on va partir direct avec les ambres. Donc dans notre top 5 qu'on avait mis, donc en dernière, on avait mis le cœur du détecteur de la reine. Qui donc nous permettait de gagner un de l'or si on avait une princesse ou une reine en jeu au début de notre tour. On l'a vu un peu jouer, un tout petit peu. Je l'ai vu nous 2 fois dans les decks princesses principalement. Mais bon, deck princesse qui n'est pas surreprésenté, on va pas se le cacher. Donc voilà. Donc c'est pas joué, ça n'a pas été joué, ça n'a pas eu le succès escompté. Donc c'était un flop. Exactement, le premier flop. On n'a pas été bon. Non, pas pour celle-là. Mais la prochaine n'était pas mieux. C'était la tour de réponse. Voilà, genre, c'était pas... Moi, j'ai eu un bon moment avec cette carte. Oui. Voilà, j'ai eu un bon moment. Ça m'a permis de gagner un petit tournoi organisé par Like et ma prod, qu'on remercie encore. Mais c'était vraiment... Vraiment une carte pas assez rapide, pas assez... C'est compliqué. C'était compliqué de la jouer. Et voilà, c'était un second flop. Un second flop. Voilà, un second flop. Cette vidéo va être très longue, on va se dire que vraiment on a été nuls. C'est ça. Non, il y a des bonnes. Voilà, on a revu la petite liste quand même. Il y a des trucs, franchement, on n'est pas passé à côté, heureusement, sinon on serait plus là, clairement. Allez, carte suivante. La carte suivante, alors. La carte suivante. C'est Adam de la Halle. Donc, une 4, elle coûte 4 en crabe de 3 qui l'or pour 2. Et à chaque fois qu'on joue une chanson, on gagne un éclat de l'or. C'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas assez fort aujourd'hui pour être dans Silksong. Et donc, elle n'a pas été jouée. Elle a été testée beaucoup au début, mais elle n'a pas fait ses preuves dans la liste, on va dire, de Silksong. Ouais, elle avait pour vocation de remplacer la flûte à la base, mais non, en fait, trop coûteux, lent. trop lent. Voilà. Ensuite, troisième flop. Mais bon, c'est la fin des flops, car Daisy, Daisy, c'était un monstre et elle a été jouée tout le long du chapitre. Et je pense qu'elle sera encore potentiellement jouée dans le futur. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à Daisy? Mais tout le monde la connaît. On la voit toujours dans les listes de Silksong et même dans les listes aggro des decks Ambre en général. Donc voilà, elle fait peur à pas mal de decks. Faut qu'elle soit gérée rapidement. Et voilà, je pense qu'on va la voir un bon moment dans le jeu. Oui, je suis totalement d'accord. Donc un premier top. Je crois que c'était la première super rare du set qui coûtait un bras. Ouais. Elle est montée à plus de 10 € à une période. Ouais. J'en ai pull 2. J'ai pas cassé le PEL pour l'avoir. Enfin, si, accessoirement, par extension, quand t'achètes des cases, tu pètes un peu le PEL, quoi. C'est un peu cher. Voilà. Alors, ensuite, nous avons le prince Navin, le petit joueur de ukulele. Clairement, le plus gros glow-up du Ambre, du Silksong. Ouais. Voilà, en général. Qui a fait ses preuves et qui est quand même un must-have maintenant si on joue Silksong. On ne peut pas se passer de ce petit Navin. Ouais, là, je pense que c'était difficile de se tromper quand on a fait le top au tout début du set. C'est une carte qui est incroyable, qui a des stats de fou et qui a un effet surpuissant. Donc indispensable dans Silksong, indispensable, je pense, dans tous les decks Ambre qui peuvent jouer des chansons. On verra aussi cette carte pendant longtemps, je pense. Ouais. Donc, ça, c'était nos 5 cartes qu'on avait mis dans notre top. Voilà. Sans compter forcément la mention honorable. Ouais. Mais il y a des cartes qu'on est passé complètement à côté.
Et donc ces cartes-là, on va les regarder tout de suite. Donc on a cette Vaiana qui coûte 3 non ancrables, qui a 3 d'attaque 4 de vie, l'or pour 2, c'est une Vaiana. Vanilla, pardon. Vanilla. Vaiana Vanilla. Et donc en fait elle est jouée dans les decks très aggro, souvent ambre violet, ambre améthyste. Et donc elle a été pas mal jouée, elle a des très bonnes stats, et c'est pour ça qu'elle est forte. Ensuite, nous avons le Félix Fix Junior, qui, quand on joue ce personnage et qu'on a un lieu, peut piocher une carte. Donc c'est une carte, clairement, quand on est passé dessus, on s'est dit non, ça sera jamais joué. Clairement, hein, c'est honnête, on a dit que c'est nul. C'est dans ton... Comment dire ? Si vous re-regardez la vidéo, vous verrez Tom dire souvent « C'est de la merde ». C'est de la merde. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Exactement. Voilà, donc on était clairement sur un « c'est de la merde ». Et en fait, c'était au tournoi de Las Vegas où quelqu'un a gagné avec le Fix Félix et qui a joué full terrain et qui en est sorti haut la main. Et du coup, c'est au final une bonne carte quand on part sur une méta, enfin sur une méta où les lieux sont un petit peu pas vraiment target. C'est pas vraiment la cible et quand ils sont un peu négligés, au final, il a réussi à sortir son épingle du jeu et à passer à travers les decks rouge-bleu, défausse et à monter l'échelon vers la victoire. On va afficher la decklist d'ailleurs. Ouais. Et il me semble qu'il y a du coup l'alter qui va avec. Je crois que c'est la prochaine carte qu'on montre, il me semble. Oui, mais en même temps, c'est juste pas. Attends, j'étais pas prêt. Mon Dieu, elle est où? Donc l'alter, effectivement. Elle a des très bonnes stats si elle est jouée pour 3. Tous nos lieux gagnent plus 2 de résistance, enfin de vie, pardon. C'est vraiment, vraiment très fort dans un deck lieu. Et on a vu du coup que ça pouvait marcher très récemment, puisque les lieux sont pas trop respectés tout de suite. Mais je pense que ça va être encore plus fort avec le 7-6, parce qu'on a vu quand même des très bonnes cartes qui synergisent avec les lieux. La mécanique de lieu va être encore plus forte avec ce 7-6, enfin vraiment beaucoup améliorée, quoi. Et donc ce Félix Fix Junior va potentiellement être une carte sur laquelle il va falloir compter sur ce 7-6. Exactement. Donc on fera une vidéo par rapport aux cartes du 7-6 qui devra arriver pas trop longtemps après celle-ci d'ailleurs. C'est ça, ouais, quand toutes les cartes seront dévoilées. Voilà. On fera des petites nuits blanches pour tout sortir avant que le 7-6 sorte. Donc voilà pour la partie ambre et on va enchaîner tout de suite avec du coup nos prévisions de Améthys. Donc avec le palais de glace d'Elsa. Clairement, gros bide. Cette carte n'a pas du tout été jouée. Elle n'a pas été jouée. Je pensais vraiment que dans un deck contrôle Elsa, en plus avec les Elsa, l'Elsa T5, hein, on va peut-être, on va en parler après, qui était quand même assez forte, qui pouvait être altérée avec la Elsa 8, je crois. Oui. Donc il y aurait pu y avoir un truc assez fun à faire ici, mais peut-être que du coup cette carte-là est trop chère et trop lente. Pas assez de vie aussi. Oui, aussi pas assez de vie, effectivement. Malheureusement, le deck, on va dire gel, n'a pas vu le jour. Non. Ce qui est dommage, parce que je pense qu'il y avait une bonne idée à la base. Ouais, ça aurait pu être très cool. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc c'est un flop. C'est un flop. Archimède. Archimède, meilleur perso de Disney. Enfin, je m'arrêterai. Scar, meilleur perso. Archimède, ils sont tous meilleurs. Voilà. On va faire un top des meilleurs persos en fait. Oh, je suis pas couché, je vais jamais rester. Déjà, hier, on m'a demandé tu préfères quoi entre Disney et Star Wars. J'étais en mode, me pose pas. Je me suis éteint. Des choix trop difficiles. Mais oui, c'est ça, mais faut pas poser ce genre de questions. C'est pas bien. Archimède, sur le papier, Archimède, moi je l'aimais bien. Clairement. Sur le papier, Alter 3, il avait Rush, enfin offensif, pardon, pas Rush, offensif plus 3, et il était insaisissable, et donc clairement on se disait, lui il va aller chercher des Diablos, voilà, parce que clairement Diablo était une grosse menace en début de set,
s'est dit, bah ça va être vraiment le contre qui va aller tuer le corbeau. Et au final, personne, pour ainsi dire, ne l'a joué. Voilà. Je pense que c'est pas assez fort. Si on n'a pas le Archimède avant pour l'altérer, cette carte-là, elle est vraiment trop faible. Bon, bref, c'est un flop. C'est un flop. Continuons avec un autre flop. Un peu plus joué, mais un peu floppé, quoi. Voilà. Une petite goutte d'eau, un petit flop. En fait, la carte est jouée dans les decks très aggro. Donc, une action pour 2, on gagne 2 de l'or. En soi, c'est joué dans les decks violets. Violet super aggro, oui. C'est ça. Mais le problème, c'est que le deck en lui-même n'est pas assez fort. Donc, je dirais que c'est un semi-flop. Pas parce que la carte est mauvaise, mais parce que le deck n'est pas assez fort. Alors que la petite Elsa. Ça, c'était notre top 2. C'était notre top 2 et c'était un bon top. Celle-ci, elle est jouée. C'est ça. Après, bon, on va pas parler du top 1. On l'a bien floppé sur le 1. Ouais, on a peut-être dû mettre elle sur le 1 pour le coup. Donc la Elsa, la fameuse Elsa sur laquelle on peut altérer ce qu'on disait tout à l'heure. Celle-là, franchement, ça a été un bon ajout, surtout à rouge-violet, je trouve. Ouais. Parce que du coup, ça permet de contrôler plus facilement le board encore, alors qu'en soi, c'était déjà assez simple. Enfin, c'est simple. Pour des pincettes, ce que je dis. Mais non, celle-là, du coup, ouais, c'était un succès. C'est un succès, cette Elsa. Elle fait beaucoup de choses. Et en plus de ça, il y a l'alter qui va avec, alter 6. Donc vraiment, vraiment bon. Ah oui, alter 6, ouais. La 8 à alter 6, ouais. Voilà, c'est ça. Tu m'as perdu, là, sur le temps d'une seconde. Donc c'est joué dans quasiment tous les decks qui jouent violet, de toute façon. Elle va chercher beaucoup de choses et très forte. Donc c'est un top. Et insaisissable, alors du coup, charge et insaisissable. Donc, et qui est plus un perso. C'est trop fort, voilà, c'est tout. Elle est forte. Elle restera un petit moment, je pense. Ouais. Ensuite, non. Notre top 1 qu'on avait vu. Oh, alors là, le top 1. Oh là là, les gars, ils sont nuls. Anna. On a vraiment été nuls. Après, ouais, on avait une logique. Ouais. Quand même. On avait une certaine logique parce qu'on avait quand même mis le château d'Elsa qui épuisait. Enfin, nous, on était parti sur un délire de deck gel. Voilà. Et donc, du coup, si on suit notre théorie, elle est bien. Bon, sauf que le deck gel ne marche pas. Et donc, du coup, elle ne marche pas non plus, par extension. Ouais. Voilà. Mais c'était une Alter 4 qui coûtait 7 à la base. Donc, c'est quand même un gros écart, je trouve. Parce qu'en général, c'est 2 de moins, pas 3. Et dans le set, il y avait une Anna pour 3 qui était pas mauvaise. Avec le petit livre. Qui était jouable, c'est ça. Et donc on se disait que qui épuisait un personnage. Pouvait être fort. Voilà. Donc c'était notre top 1 qui malheureusement est un flop. Voilà. Ça. Elle n'a pas été jouée, je sais pas si ça sera joué un jour. Mais l'effet est pas mauvais en soi. Mais, ah bah non. Je pense que faut peut-être creuser l'idée. En fait, je m'étais dit... Enfin, je pense que ce qu'on s'était dit, c'est qu'elle pouvait aller épuiser les personnages qui étaient hors d'atteinte. Et du coup, c'était une vraie force pour le deck. Et donc, on pensait que c'était fort. Après, ouais, genre je sais plus à quel moment, mais est-ce qu'on avait Bucky encore qui était actif au moment où on a fait la vidéo? Pour moi, on savait que Bucky allait être nerf. Okay. Mais on n'avait pas son nerf encore. Actif. Ok. Voilà, c'est ça. Le nerf de Bucky s'est fait au moment que le set 5 sortait, il me semble. Yes. Ok, donc du coup, voilà. Je pense qu'il y avait aussi ça dans l'équation qui faisait que, au final, on l'avait prise parce que du coup, elle pouvait aller facilement accéder à Bucky. Enfin, faire accès à Bucky. Donc voilà pour notre top 5 violet. Et maintenant, du coup, ceux qu'on a ratés. Et oui, et on va commencer. Les tops qu'on n'avait pas mis dans notre top. Mais oui, qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas pensé en fait. Big Ben qui donne charge à lui ou à un autre pour le reste du tour. Et au final, ça a été plutôt joué et c'était bien timé. Big Ben, bien timé. C'est plutôt fort. Ouais, c'est une carte qui a été pas mal jouée.
Je pense que parmi ces cartes-là qui ont été jouées, mais qui n'étaient pas dans notre top 5, c'est celles qui étaient quand même dans les mentions honorables qu'on avait fait. Donc on n'était pas tout à fait passé à côté. Mais ouais, ce Big Ben a été pas mal joué. On le voit peut-être un peu moins maintenant, mais ça reste une bonne carte. Ah, moi j'ai dans mon deck, je l'ai en une fois. Ouais. Voilà. Donc c'est pas vraiment la carte que tu as envie de piocher quand même en fait. Donc c'est... Voilà, ça me... Hop. Et toujours dans ce même deck, nous avons la bibliothèque qui, au final, je me rappelle avoir dit je préfère attendre un tour et jouer un château. Et bah non. Parce que ça dépend des decks. Ça dépend des decks, voilà. Mais dans la bibliothèque, c'est quand même une force de pioche qui est assez grande pour 3 qui a 8 de vie. Je pense qu'on y réfléchira à 2 fois pour la prochaine mise du set. Du 7-6, on essaiera de réfléchir plus loin quand même, parce qu'au final là on était vraiment sur notre ancienne méta sans vraiment prendre en compte le potentiel des autres, et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention effectivement. Mais la bibliothèque est un très bon lieu, difficile à retirer, et qui permet de faire une plus-value de ouf sur même un tour en fait. En fait dans le rouge-violet on préfère quand même jouer le château, mais dans le vert-violet on préfère jouer la bibliothèque. Bleu-violet. Et dans le bleu-violet. Ouais. Ça dépend, en fait, ça dépend du deck, du tour 3 ou du tour 4 qu'il y a dans le deck. Et, ça dépend de la curve en fait, tout simplement. Parce que c'est la curve du violet-rouge, bah, te permet pas de jouer ça en fait. C'est ça. Donc ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Tu peux en jouer. Tu peux en jouer, mais il faut. C'est ça, tu te dis pas qu'au tour 3 je mets une bibliothèque. Non, au tour 3 tu mets 6 sous en fait. Et le dernier, qui trouve garde, piocher 3 cartes. Je me rappelle t'entendre dire trop cher, trop lent, trop long. Et oui. Et ça a été le cas pour beaucoup pendant longtemps pendant ce set. Et c'est que depuis, on va dire, un mois, qu'on le voit dans les decks violet-rouge. Ouais. Et qui top avec cette carte. Pioche 3. Bah en fait, contre tous les decks qui défaussent, eh bien ça contre ces decks-là. Ça permet de remonter, ouais. C'est pas mal. C'est perdre peut-être un tour, à pas faire grand-chose, pour ensuite mieux rebondir, quoi. J'ai l'impression que la plupart des decks reviennent vers cette... on va prendre le temps de ce setup, et on va arrêter de rush. Mis à part les aggros, tu vois, mais... il y a quand même pas mal de decks qui vont dire non mais je vais jouer ça, rien d'autre, mais par contre dès le tour d'après, je pense à la pierre du dragon par exemple, la statue du dragon, en soi quand tu la joues tu perds un tour un peu inutilement, mais après du coup tu accélères ta rampe par exemple. Je crois que c'est tout pour Améthyste. C'est tout pour Améthyste, et maintenant on va rentrer dans une catégorie assez rigolote, les émeraudes. Les émeraudes. Alors, je vais faire la première. Scar. Ça, c'était le fanboy qui avait parlé. Voilà. Comment dire que je suis déçu. je suis quand même... Ouais, non, Scar n'a pas eu un effet escompté. Après, voilà. Tu vas me dire, je te l'avais dit. Comme moi avec d'autres cartes. Oui, c'est vrai. Là, je crois que c'était moi. Le Scar, c'est toi. Le Scar, c'est moi. Moi, je l'ai pas mis top 1, moi. C'est vrai. Mais ouais, non, Scar, ouais. Bah, Scar hors d'atteinte, et on aurait pu piocher avec des personnages qui ont un dommage sur eux quand on les défie, mais en fait, ça fait trop de conditions. Même s'il a hors d'atteinte, ça le rend pas utile, et puis même, il se fait tuons la bête assez facilement. Enfin, voilà. Il pouvait pas rester, je pense qu'en tour 4... Tour 4 Émeraude, il y avait mieux à jouer. Enfin, il y a mieux à jouer. Et du coup, vu qu'on est dans les tours 4, une carte qui était quand même vachement mieux à jouer, c'était Pour les hommes. Et oui. Très bonne chanson. Pour les hommes, celle-là, du coup, ouais, on l'a vu. Tout le monde à peu près l'a vu que celle-là, ça va être pas mal. Même si on l'utilise offensivement, ça permet d'un meilleur contrôle de board, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Par contre, je suis étonné. Je pensais que c'est une carte qui allait être jouée en x3 ou x4 dans les decks, et on la voit plutôt en x1 ou x2. Mais elle est jouée. Elle est effectivement dans les listes. Bah, c'est quand même, ça peut gérer que un seul item. Quand je dis item, une seule carte sur le
sur le board, donc c'est... Voilà, tu veux pas faire trop piocher non plus l'adversaire si jamais tu lui fais 4 fois, tu creuses ta tombe. Ensuite. C'était un top. Bon, après, on le redit quand même. Mais Oui, là, c'était un top. Voilà. Par contre, la prochaine, c'était un flop. Ah oui. La forêt de Sherwood. Sur le papier, elle était bonne. J'ai fait une game, je crois que c'était contre Mike ou Val. Val des Illuminers. Je précise. Et ben, ils m'ont mis une fessée. Hein. Je m'y attendais pas. J'ai eu du mal. Hein. Putain. Ça a été dur de me sortir des Robins là, qui avaient hors d'atteinte, qui mettaient un de tout le monde. C'est fort quand le combo il sort, mais c'est dur de mettre le combo en place. Voilà. Parce que le terrain, même si tu joues tour 2, il a 7. Il faut mettre. Enfin voilà, tu vois, tu vas le chercher assez vite au final. C'est trop instable pour que ce soit vraiment, on va dire, un deck viable. Après, sur le 7-6, il y a quand même pas mal de cartes qui mettent un dommage par-ci par-là. Peut-être que ça peut revenir, mais j'ai du mal à y croire. Je pense que c'est un peu difficile à mettre en place, comme on dit. Bah, ça te cantonne à jouer des Robins des Bois. Ouais. Ensuite, c'est un flop. C'est un flop, mais ensuite nous avons un... Alors, est-ce que c'est un flop? Est-ce que c'est un top? Je ne sais pas. Moi, je te dirais qu'on l'a pas vu beaucoup jouer dans les listes qu'on topait, en tout cas. Ouais, mais moi, je reste d'avis. Alors, c'est pas un top, mais je la mettrais pas dans un flop, tu vois. Genre, allez... C'est un semi-flop. Celle-là, c'est un semi-flop. C'est un floppy. Un floppy. Ah, c'est un floppy. On va faire la catégorie floppy. La catégorie floppy. Et bah non, moi j'aimais bien la Mergotel en soi. Elle s'altérait bien. J'ai déjà fait des games avec cette Mergotel et ça s'est plutôt bien passé. Oui. Est-ce que mes planètes étaient alignées? Peut-être aussi. Est-ce que je suis trop fort? Peut-être aussi. Mais moi je l'aimais bien. Mergotel, voilà, c'était une bonne alter qui se jumelait bien avec la petite Mergotel. Donc non, moi j'étais plutôt satisfait de cette carte. Donc floppy. Ça peut être une bonne alternative pour des decks budget. Par exemple, un deck qui n'a pas forcément les légendaires à mettre comme les Clarabelle ou je sais pas, ou des cartes comme ça qui peuvent coûter un peu cher. On peut mettre des Mergotel qui sont une bonne alternative budget, je pense. Ouais. Bon, après ça fait pas le même effet non plus, mais non, mais pour aller plutôt vers un autre style de jeu. C'est ça. Plutôt plus contrôle, board control quoi. Ouais. Et tu as prononcé le nom d'une carte assez intéressante. La Clarabelle. Bah oui, la Clarabelle. Celle-là, on l'avait mise. Et celle-là, ça c'est un vrai top. Et top 1 en plus, c'est beau. Hein. Ouais, oui. C'est une top 1. Et voilà, pareil, quoi qu'ajouter sur cette carte, parce qu'elle est forte, ça permet de repiocher. Mais dans tous les cas, on peut piocher si l'adversaire a plus de cartes. C'est ça. Elle fait quelque chose, en tout cas, cette Clarabelle. Elle a des très bonnes stats. Donc, une bonne carte. Voilà, Alter 5, et puis là tu vas dire que voilà, c'est une bonne vache. C'est une bonne vache. Il est temps de passer sur ce qu'on n'a pas vu. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Pour moi, on les avait mis dans les mentions honorables, je crois, les émeraudes, mais oui. On les avait pas mis dans le top 5. Le Banzai. Eh oui. Le Banzai, c'est une bonne carte. Alors je n'ai plus de souvenirs, je t'avoue que je me rappelle plus de celle-là si on l'avait mise ou pas. Je suis pas sûr, je crois que c'est la prochaine qu'on avait mise. Ouais, la prochaine je suis sûr, mais celle-là je crois on était passé à côté. Mais voilà, bonne surprise de voir ce Banzai dans le deck violet-vert, qui permet de l'or très très vite, partir un peu en mode aggro, donc c'est plutôt cool. Le fait qu'il ait ses 3 d'attaque, ça permet de le protéger contre pas mal de cartes rouges. Et en plus de ça, l'adversaire va s'empaler dessus quand il va vouloir la trade. C'est ça. Donc au niveau value, on reste sur du bon, de la bonne yen. C'est ça. Et juste un truc, c'est en général, les cartes vanilla, donc qui n'ont pas d'effet, on les a pas mis dans les tops. On passe souvent à côté. Parce que, mine de rien, on vient de Yu-Gi-Oh! Et une carte qui n'a pas d'effet, c'est souvent nous synonyme que c'est une carte qui est pas terrible. Et, c'est vrai.
c'est un défaut à ne pas avoir pour le prochain set. On essaiera d'être beaucoup plus ouvert au Vanilla pour le prochain set. Oui, avoir les stats, mais voilà. Et aussi à réfléchir à où est-ce qu'on pourrait les mettre. Ensuite, nous avons une mention honorable qui a fait son petit bout de chemin aussi. C'était la Ana, donc voilà. Donc on était un peu mitigé sur le fait de payer 2 en plus. Mais c'est vrai que beaucoup de decks, dont le violet, dont le violet vert. Le violet vert qu'il a joué. Je sais pas si elle est jouée ailleurs. Dans le vert gris. Dans le vert gris. Dans le vert gris, elle est jouée ? C'est surtout dans le vert gris pour défausser. C'est pas faux. En fait, elle était principalement jouée dans ce deck-là. Pas trop vu contre les verts gris, justement. Moi, je la voyais souvent dans les violets. Oui, c'est pas parce qu'une personne le joue que. En fait, ce qu'il y a, c'est que la liste qui a gagné à Las Vegas au DLC de Las Vegas, donc le vert gris défausse. Il jouait cette carte-là. Bon, 80% du temps, tu fais l'effet de défausse. Oui. Mais elle peut aussi aller chercher un personnage qui est endommagé. Et en fait, le truc, c'est que cette liste-là, elle a été reprise par énormément de joueurs, moi compris. Hein. Et donc, c'est pour ça, en fait, elle a eu une grosse influence sur la méta après cette liste. Donc, c'est pour ça qu'on l'a surtout vu dans le vert gris cette année. Ok. J'ai peut-être pas joué assez contre des verts gris, du coup. C'est vrai qu'à mon dernier tournoi, j'en ai vu un. Ce qui n'était pas pour me déplaire en soi, hein. J'étais content. Voilà, la Ana, mais qui était une bonne carte, hein, malgré tout. Nous, on a fait le tour pour les émeraudes. Pour les émeraudes. Ensuite, oh la vache. Ça Ruby. je vois les cartes. Ruby, de toute façon, ils ont pas eu des bonnes cartes en général. Ouais, enfin bon, quand même. Ça pique. Alors attends, on va commencer avec la première. Mais tu sais quoi, parce que la prochaine carte qu'on va afficher, cette semaine. Donc, au moment où on tourne cette vidéo, il est dimanche. Donc cette semaine, j'ai quand même ressorti mes cartes rouges parce que ce deck-là me tient vraiment à cœur. Et je l'ai remis dedans. Le Ratigan. Parce que je me dis qu'il y a un truc à faire avec ce Ratigan et le petit Ratigan qui va avec, qui permet d'augmenter l'attaque et de jouer des Maximus. Moi, mon but, c'est de trouver un bon deck qui va jouer. Quand on joue Maximus, on gagne 5$ au moment où on le joue. Et en fait, mettre des petits dommages comme ça par-ci par-là et augmenter avec des effets passifs, je me dis que c'est quand même pas mal. Et ce Ratigan là, du coup, rentre très bien dans ce développement. Mais malgré tout, il a fait un énorme flop. Voilà, il s'est fait écraser. Il n'y avait pas de Ratigan dans le jeu et c'est bien dommage parce que ça aurait été drôle de le voir. Après, pour notre défense, on devait choisir les 5 meilleures cartes de chaque couleur. Enfin, selon nous, les 5 meilleures cartes selon nous. C'est vrai que rouge. Ruby a quand même pas été très bien servi dans ce set. Donc, ça va être vite fait. Hein. On va voir, on va enchaîner avec la prochaine. Clairement, c'est un flop. Hop, la prochaine. Arthur le moineau. Voilà, gros flop. Voilà, il essaye de s'envoler. Là, on le voit. Là, ici, là, il essaie de s'envoler et il s'écrase au sol. Et ouais. C'était pas Jojo, hein, celui-là. Pourtant, combattant de 3. Bon, il n'est pas en crabe, mais au moins c'est un tour 1. Mais, en fait, je pense avoir une explication pourquoi on l'a mis dans le top. On avait peur au tout début du set des decks aggro. Parce qu'on avait vu la Daisy, on avait vu la carte qui gagne 2 éclats de l'or gratuitement, quoi. On avait peur que aggro soit très très fort. Et donc on s'était dit, le petit Arthur, il peut embêter les aggros. C'est vrai. Sauf que aggro n'a pas été si présent que ça dans la méta. C'est ça. Donc, peut-être dans un futur, voilà. Peut-être dans un futur proche. Du coup, toujours dans la lignée Arthur, il y avait l'épée libérée, qui se jumelait bien avec du coup tout ce qui est Ratigan, tout ça. Augmenter les attaques. Voilà. Donc ça a été, elle a été un petit peu jouée. Je l'ai vu un peu jouer en début de set. C'est un floppy. Voilà, c'est un floppy. Ça une épée libérée floppy. Donc voilà, un peu déçu que cette carte-là soit pas passée parce que j'aime beaucoup l'idée de cette carte. Donc peut-être qu'un jour elle passera peut-être plus en avant.
Ensuite, on va rester dans les objets et on va passer au Chromicone de Ruby. Même lignée que mon Ratigan. Voilà, il avait une idée en tête. Voilà, c'est ça. Alors, nous, on veut augmenter l'attaque et gagner du point passivement grâce à l'attaque de nos persos. Et ben c'est un flop. Et voilà, c'est un flop ce Chromicone. De temps en temps, on peut le voir dans une liste. Voilà, une liste ou deux. Mais la Vitasphère est restée quand même plus jouée par les joueurs, surtout Bleu Ruby, de manière générale. C'est ça. Ensuite, alors, où est-ce qu'on le cale celui-là ? Moi, je sais pas. C'est un floppy. Un petit floppy. C'est un floppy, hein. Bah oui, c'est un floppy. Le Robin. Eh oui. Le Robin, qui est un floppy, qui est sur le papier était très, très alléchant. Hein. Jouer une action coûtant 6 ou moins. Gros problème, c'est que des actions de 6, et pour l'instant, il n'y en avait que 3. Et bien après, en fait, c'est de la roulette et on perd tout le reste. Et il y a beaucoup de gens, du coup, qui soit ne piocher 0 actions. Donc ça pique, donc tu perds tout. Toutes tes cartes. Et puis au final, il a que 1. Et il se faisait dans un monde où il y a un bloc 6 sous, ou juste 6 sous, en fait, où il y a des brawls, où il y a des médusas, qui n'est pas. Où j'étais très présent, en fait. Voilà, donc c'était compliqué pour un Robin de voir la lumière du jour. Ouais. Donc, voilà, il a été joué que dans un seul deck, c'était le Ruby Emerald. Donc le rouge-vert, il a été joué le rouge-vert action. Un deck action assez agressif. C'est un deck qui est fun à jouer, qui fonctionne pas trop mal, mais qui n'est pas assez fort, pas assez stable pour beau comme ça. Oui. Je l'ai eu, c'est pour ça que je le mets. Pas assez fort pour gagner un tournoi, mais voilà, le problème c'est qu'il faut qu'il résiste un tour ce Robin, et c'est un peu difficile. C'est ça. Et c'est un floppy. C'est un floppy. Et donc, il n'y aura pas d'autres catégories pour le Ruby. Non. Parce qu'il n'y avait pas de mention. En fait. Non, il y avait rien. C'était le désert. Par contre, le chapitre 6, ça a l'air d'être un peu mieux quand même. Et du coup, on va passer à Saphir. Le bleu. La bleue. Et là, par contre. Bon, là, par contre, il y a à dire. Il y a de la bonne carte, là. Ouais, là. Donc, on va commencer déjà avec notre premier floppy. Flop. C'est un flop. C'est un flop. Pas de chat. Non, sur le papier, on s'est dit que c'est bien. Il gagne du lore pour tout. Sauf que, on le joue pas. Il a 0. Comme on l'a dit, il y avait beaucoup de rouge de présent. Donc, avec 0, on ne va nulle part. Donc, tour 3, je joue pas chat. Tour 3, je joue Brawl ou Sissou et voilà. C'est fini. Il peut rien faire. Et puis c'est pas ce genre d'effet qu'on va chercher à faire dans un deck Saphir, malheureusement. On va chercher à ramp, on va chercher à contrôler. Là... si on joue un bleu rouge, ou même bleu violet. Après peut-être c'est pareil, peut-être qu'il y a des mondes qu'on n'a pas vu. Personne n'a vu. Peut-être que le Pacha un jour sera fort. Peut-être qu'il y aura même un Pacha alter sur lequel on pourra jouer ce Pacha et ça va. Voilà, je sais pas. Mais bon, là c'est un flop. C'est un flop. Ensuite, nous avions mis Cachez-vous. Ah, là c'est un top. C'est un top, effectivement, qui a été beaucoup joué dans les bleus-rouges. Bleu-rouge, ouais. Donc pour se débarrasser des sous-fétiches adverses, principalement, ou des châteaux. Les châteaux de l'arène, c'était pratique pour se séparer des châteaux. Voilà, donc c'était une bonne carte. Bonne carte. Ouais. C'est une très bonne carte à éviter. Moi, je le joue en 2, je crois, quand je l'ai joué. Parce qu'après, ça fait beaucoup. Ça fait partie de ces cartes que quand tu top deck, tu pleures. Oui. Ensuite, nous avons un canard. Le Donald. Le Donald, qui permet de ramp, qui fait Mickey tour 5, littéralement. C'est ça. Donc, je dirais c'est un floppy. Ouais, c'est un floppy. Jouable. Hein. Il est jouable. C'est pas une mauvaise carte. Souvent, quand je voyais ce Donald, c'était dans des decks qui vont, certes, ramp de fou, mais ils vont pas faire autre chose. Et du coup, en fait, c'est une bonne carte, mais par contre, en fait, tu fais pas grand chose avec. Et peut-être qu'en tour 5, t'as peut-être envie de faire autre chose que de re-ramp une carte. Surtout que normalement, si tu joues bleu, que tu sois violet ou rouge, t'as des objets qui vont te permettre de ramp
est-ce que tu veux pas te jouer autre chose? Voilà. Ouais. Mais non, mais c'était une bonne carte. Moi, j'avais espoir quand même. Hein, tu vois, je le dénigre, hein, mais j'avais espoir pour ce canard quand même, pour qu'il soit vraiment top. En fait, le souci, c'est qu'on va en parler après, mais on jouait du typo. Et du coup, ce Donald, il allait pas forcément très bien dans la curve. À cause du typo. À cause du typo. Et on aurait préféré qu'il coûte 4, ce Donald, par exemple. Ouais, mais c'est pareil. Tour 4, tu veux jouer Flavorsham. Mais oui, tour 4, tu veux. Enfin, tour 3. Mais ouais, on se comprend. Oui, pour 4, on préfère. Voilà, pour 4, on veut jouer Flavorsham ou même la grand-mère Tala. Et là. C'est un flop. Là, oui, celui-là, c'était un floppy. Mais là, on passe sur un flop légendaire. Le Merlin. Eh oui. Première carte légendaire révélée du 7-5, si je me souviens bien. Tout le monde était un omni... comment on appelle ça? Omni search. Omni tuto, ouais. Omni tuto. Et grosse déception. Ouais. Voilà. Toi, t'étais méga chaud. Je me rappelle. Je pense toujours que ça pourrait être joué si on a des Merlins 4 qui sont bons. En fait, on en a, mais le problème, c'est qu'on veut pas forcément altérer dessus. On veut faire leurs effets de quitter le board et piocher ou de... C'est ça. Comment dire gagner du lore. Et donc, alter dessus, c'est pas très bon. Que je pense sincèrement que ce Merlin pourrait être joué plus tard. Après, en soi, si tu le bounces, tu bounces l'autre et tu le récupères. Enfin, tu vois, mais le problème, c'est que c'est lent. Au final, ça te ralentit un peu. Pas assez de Merlin aussi, je sais pas. Mais après, est-ce qu'il y a assez de Merlin bien à jouer, tu vois? La carte est pas inintéressante, mais tout de suite, c'est un flop. C'est pas joué, mais peut-être à l'avenir. Mais tout de suite, c'est un flop. Yes. Et je crois que la prochaine, c'est un floppy. Ah, je sais pas. Quand même. Ça fait mal au cœur de le dire, mais je pense qu'il faut le dire. Mufasa. Et ouais, c'est un floppy en vrai. Quand ça sort, c'est très bien, c'est très fort. Le problème du bleu, c'est que tu veux rampe. Mufasa te ralentit ta rampe. Et c'est dur de le jouer. Et il faut qu'il reste. Et en général, tout va être fait pour que ça te. Qu'il soit hors jeu. Il peut se faire bloc Medusa. Donc c'est bloc brawl. Non. Double block brawl. Après. Moi, franchement, il y a des parties où je faisais des doubles blocs. C'était assez rigolo. Mais je pense c'est que faisable. La principale raison, c'est que dans le bleu, mine de rien, il te ralentit finalement. Et du coup, c'est ça. Il te retire ce que tu galères à rampe et Mufasa, il arrive. Je prends ma part, la part du lion. C'est ça. Donc malheureusement c'est un floppy, on va dire, parce qu'il a été beaucoup joué au début pour le tester, et plus ça allait dans le set, et plus il disparaissait des listes. Donc, yes. Donc voilà. Malheureusement, on y a beaucoup cru dans cette carte. On y a beaucoup cru, mais bon, on l'aime toujours. On l'aime toujours. Il est magnifique. Mais voilà, malheureusement, c'est un floppy. Voilà. Ensuite, nous passons dans les mentions honorables qu'on avait dit. On les avait dit, ouais. On les avait dit, ouais. Et on va commencer avec le typo. Typo, du coup, qui a un énorme succès, hein. C'est un top. C'est lui le top 1 en fait. Ouais, c'est lui le top. Ouais, clairement, c'est lui le top 1. C'est qui a accéléré l'encre pour les bleus. Donc voilà, on va pas vous le représenter, hein. Il s'est comment dire, il brille de lui-même. Il est joué dans tous les decks Saphir, quoi. C'est ça, c'est un must-have maintenant dans le Saphir pour ramp. Ensuite, une autre carte qui est très très forte et que voilà, la vision de l'avenir. Donc regardez les cartes, 5 premières cartes, en prendre une, mettre le reste en dessous. Ce qui nous permet d'adapter notre jeu au moment donné. Très fort, beaucoup trop fort. En fin de game avec 10-12 d'encre, on va chercher absolument ce qu'on veut et on redémarre la machine, donc c'est vraiment fort. C'est typiquement le genre de carte que Saphir veut jouer, parce que Saphir est de par lui-même une couleur très contrôle, et cette carte-là permet d'aller chercher globalement ce qu'on veut, enfin la carte qu'on souhaite avoir.
Donc voilà, c'est très très fort. C'est une commune. Petite commune. Bah, comme quoi, bah, on vient de voir 2 flops oui. légendaires. Hein, donc, C'est vrai. Ensuite, nous avons Kuzco. Kuzco qui a eu un bon départ dans la méta et ensuite il disparaissait doucement. Il a encore un peu joué, mais je dirais que c'est un floppy. Je l'ai mis quand même, enfin, je le propose puisqu'on le revoit dans certaines... En fait, certains préfèrent jouer Cachez-vous, certains préfèrent jouer Kuzco, c'est un peu au feeling de chacun. Feeling, ouais. Mais ça reste une bonne carte quoi, qui est jouée. Et là, je vous sors le canard, le Balthazar Picsou, sorti de nulle part, mais qui est tellement... Encore une vanilla, voilà, on s'est fait avoir. Donc, qui est une 5-5, qui leur pour 2, donc qui est très dur à déloger, qui va mettre beaucoup de ressources et du coup qui est une grosse menace. Dans les decks, surtout tout ce qui est en miroir, quand je dis en miroir, quand on a du bleu en soi, ou quand je vois bleu-rouge par exemple, mettre Balthazar Picsou, c'est... Balthazar Picsou au tour 3, parce que t'as ramp une fois. Ah oui, avec parce qu'on a Typo. ramp, c'est ça. Donc, c'est surpuissant quoi. C'est trop fort, et du coup ça va être une énorme menace à gérer. Ouais, c'était vraiment une très bonne idée de jouer ce Balthazar Picsou. Et moi, c'est ma meilleure surprise, je crois, tout confondu, de voir un Balthazar Picsou Vanilla comme ça sortir de nulle part. Moi, franchement, j'étais très content quand j'ai vu ça. Il est surtout joué dans le bleu-violet et on adore ce deck, hein, tout simplement. Ah oui. Il est trop bien. Ce deck, c'est une classe masterclass. Et donc, voir ce Balthazar Picsou, c'est très cool. Passons à la dernière couleur. Mais oui, on en a fini avec les saphirs, hein, parce que du coup, ils avaient matière, hein, contrairement à Ruby. Ouais. Et donc, notre première carte qu'on avait dit, c'était Prof. Floppy, c'est pas un top, malheureusement, c'est pas encore. Mais il a fait son petit bonhomme de chemin. Je casse des blagues comme ça parce que j'aime l'humour. Et non, c'est une bonne carte. Là, on l'a vu, c'est dans les decks. On en parlait en off justement. C'était les decks Félix avec les lieux. C'est ça, les decks Félix lieux, les decks Terre des Lions. Donc, qui permet du coup de se refaire une petite main à force d'aggro sur le terrain très vite. Donc c'est une bonne carte. Et je me rappelle qu'on a dit que ce serait une bonne carte, donc voilà. Dans les decks aggro, quoi. C'est pas un top, mais c'est un succès de devinage. Ouais, c'est une carte qui sera jouée aussi à l'avenir, je pense, quand il y aura des decks aggro vraiment forts. Ensuite, nous enchaînons avec Kronk. Ça, c'est un flop. Hein, le Kronk. Alors, c'est un flop. Peut-être à l'avenir sera joué, mais c'est un flop. Ouais, j'ai du mal à voir comment en vrai. Hein, parce que même s'ils nous ont sorti un petit Kronk. Ouais, mais là il est alter 5. C'est ça, en fait, il aurait fallu un Kronk tour 4. Et le problème, c'est que ça n'existe pas encore. Oui. Ensuite. On pensait que c'était fort parce que le gris a quand même des très bonnes cartes en 5. Il y a la bête, il y a le Robin, il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, non, il y a des drops 5, il y en a quoi, et des bons. Et du coup, on pensait que ce Kronk serait fort. Cendrillon, elle coûte 4 côté Ambre. Ouais. Non, tu veux dire la Cendrillon chevalier. En 7. Elle est alter 5, mais elle coûte 7. Elle est alter 5, ouais. Donc on peut pas la jouer avec le Kronk. Mais ouais. C'est vrai. Bref, c'est un flop. C'est un flop. Ensuite, nous avons un floppy, je dirais. Oui. Il était pas top, mais... il est pas top, il a pas été dans le top. Mais... Donc le Simba qui permet de bannir un objet ou un lieu. Donc il a été joué, il a fait son effet. Voilà. Moyennement bon. Dans le deck Terre des Lions, encore une fois, il est dans la liste. Mais en même temps, s'il n'y est pas... C'est pas un deck très très joué, même s'il est pas mal, mais c'est pas un deck très joué, donc c'est un floppy, on va dire. Ouais. Et du coup là, notre top 2,
qui aurait dû être, je pense, top 1 Top au 1. final. C'est ma faute s'il est pas top 1 parce que j'ai longuement insisté pour que le top 1 soit top 1. Donc C'est patibulaire Le- qui va nous, du coup, on le présente plus, qui empêche l'adversaire de jouer des actions. Donc c'est trop fort, voilà, bien timé. C'est vraiment une carte qui peut faire aller la game dans le sens du joueur qui la joue. Je crois que c'est joué dans tous les decks gris maintenant. Ouais, Que ce soit en x2, Mhm. x3, x4, mais c'est joué dans tous les decks gris. Il y a des C'est pattes ça. partout. c'est ça. C'est beaucoup trop fort. Et le top 1, le cœur qui parle, le cœur a parlé, C'était plus que le cœur là. sans les raisons. Sans- Il n'y la avait pas de raison n'était raison, plus il là. n'y avait rien. C'est juste l'amour du film, Du personnage, de Arthur. l'artwork. de l'artwork, oui, bah oui. Le roi Arthur. En vrai, j'avais beaucoup de. Genre, l'effet est quand même ouf, tu vois. Oui. Tu vois. Mais- En soi, l'effet est ouf. Mais il n'y a rien pour Mais- l'altérer, quoi. Y a rien de viable. J'ai essayé de faire un deck, mais c'est pas passé. Genre vert gris. Un deck vert gris Arthur. Ah, Ouais. passe pas. Ah, passe pas. Voilà. Mais Mais- l'effet est fou. Mais l'effet est fou, voilà. Donc, c'est peut-être la dernière fois qu'on parle de Arthur sur cette chaîne. Voilà, donc appréciez-le à sa juste valeur avec sa Il est- grosse couronne. Il est beau. Mais Mais c'est oui. tout. Ouais. Mais il y avait son enchanté était pas mal aussi. Hein. Si, ouais. Attends, vas-y, on a le temps, voilà, on la montre, Oh. voilà, l'enchantée, elle est belle. Voilà, genre, c'est peut-être une enchantée que je m'achèterais flat, tu vois, juste pour le plaisir de l'avoir. Donc voilà. Et on n'a pas de mention honorable pour les grilles parce que il n'y avait pas grand-chose non plus. Ouais. Donc on avait vite fait le tour. Un peu comme le rubis, ouais. Acier a pas eu grand-chose de bien. Mais en fait, Bon, il y a quand même le Pat qui était qui est toujours très présent. Ouais. Mais à part lui, malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose. quoi. Et juste comme ça là, en 3 secondes, la meilleure carte du set. La meilleure carte du set. Ah, c'est dur. Mm. Euh, Peut-être parmi ce qu'on vient de Attends, dire. Je pense savoir laquelle on va tous les deux dire. J'hésite entre deux cartes. Entre un joueur de ukulélé, je présume. Bah oui, il y a Navin et il y a Pat. Sachant que les deux sont joués dans le même deck. Je pense que Navin reste la meilleure carte du set. Voilà, c'est mon avis. Ça doit être la plus chère en tout cas. Je pense que c'est la plus chère, avec peut-être Clarabelle. Mais oui, je pense que c'est Navin. Et en deuxième, je dirais Pat. Ce que Ouais, t'en Pat penses. est pas mal, ouais. Après, il y a des cartes qui ont été très jouées, hein, comme Typo. Typo peut-être aussi à mettre. Au Ouais, même mais tu vois, niveau genre, que le Pat. jouer un Navin va accélérer grandement le jeu, alors que le typo, ça va l'accélérer, mais pas de ouf non plus, tu vois. Le Navin a rendu Steel Song beaucoup plus facile à jouer. Robuste. Ouais. Et après, ouais, la Clarabelle, je pense que c'était l'une des bonnes surprises. Et du coup, toi, est-ce que t'as aimé ce set et cette méta surtout? Alors, j'ai aimé cette méta parce que du coup, on avait de tout. Et ça, c'était bien. Moi, j'ai vraiment kiffé, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, quand on était au Lorca Quest, quand on regardait le top, c'était d'une mixité à toute épreuve. Voilà, c'était diversifié. Voilà, et il n'y avait pas vraiment un deck qui roulait sur les autres. Donc, c'est plutôt fort. C'est plutôt cool de voir autant de decks forts. C'est ça. Voilà. Et donc c'est cool qu'il n'y ait pas un deck qui écrase tout, comme dans Yu-Gi-Oh! Oh, le tacle. Voilà, pam! Et donc, bien cherché. Tout pareil que toi. Le seul reproche que je pourrais faire s'il faudrait mettre un petit bémol, c'est que le jeu n'a pas beaucoup évolué sur ses mécaniques de jeu entre le 7, on va dire, depuis le 7.3, on va dire.
puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux mots-clés, il n'y a pas eu de nouveaux types de cartes ou on va dire de nouvelles mécaniques en particulier. Donc c'est ce que je peux un peu reprocher. Après, je pense... oui. Juste pour rebondir sur ça, enfin après c'est peut-être que moi qui leur reproche ça, mais ils sortent leurs extensions beaucoup trop vite. Donc s'ils sortent trop de nouvelles façons de jouer trop vite, en fait ça part vite en cacahuète. Je pense qu'on dit ça surtout pour le porte-monnaie. Mais... ah oui, peut-être. Mais c'est vrai que moi je pense aussi c'est la fréquence dans laquelle on joue. Genre pendant un set on va peut-être jouer moins qu'un autre et donc du coup peut-être qu'on aura moins découvert le set à un temps T et que du coup on se dirait avec un plus de temps on aura ça va peut-être aussi. Voilà. C'est vrai que nous comme on fait des vidéos quand même assez souvent, finalement ça prend du temps, on joue peut-être moins. Enfin c'est du temps en moins pour jouer et même si on joue quand même très souvent, on joue moins que des joueurs qui vont tryhard, qui vont s'entraîner énormément. Et donc les joueurs qui s'entraînent énormément, qui tryhard, qui font les tops dans les tournois, eux ils ont hâte d'avoir une nouvelle extension. Parce qu'ils veulent un roulement. Ils l'ont poncé. Nous on n'a pas eu ce sentiment, je pense. Non, c'est vrai, ça se tient, c'est un bon argument. Je le prends. Mais c'est vrai que tous les trous. En fait, c'est surtout qu'il y a beaucoup de cartes dans une extension. 204 cartes, c'est beaucoup. Je pense qu'il y a peu de jeux qui sortent autant de cartes dans chaque nouvelle extension. En fait, des extensions à la même fréquence, mais avec moins de cartes, ça serait peut-être le juste milieu à garder, je sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, ça a été une bonne extension, ça a été une bonne méta. On s'est bien amusé, il y a eu de la diversité, il y a eu plein de decks qui ont gagné des gros tournois, enfin de decks différents. Il y a beaucoup de variantes de decks. En fait, c'est ça aussi, c'est que il y a plusieurs decks, mais chaque deck a ses sous-branches. Et c'est ça qui est cool aussi, en fait, parce qu'on peut avoir un miroir, mais qui est pas le même. C'est ça. C'est bizarre cette phrase, mais vous m'avez compris. Non, c'est... Ouais. En tout cas, je pense que c'est une bonne conclusion pour ce set. Et on a bien hâte au set 6, pardon. Et oui, on a hâte. Ouvrir des boosters, retrouver des trésors, réfléchir à des decks. C'est ça qui est cool. C'est pour ça. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, à nous suivre. À commenter cette vidéo et en tout cas nous on va continuer, on va vous présenter un maximum de contenu pour ce set 6. En tout cas nous ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous proposer ces vidéos. J'ai une question, non, je veux dire quelque chose en fait. Dites-nous quelle est la carte que vous avez préférée de ce set. Voilà, ça peut être rigolo de voir les avis des gens. Voilà pour cette vidéo. Donc sur ce, on va vous souhaiter une bonne fin de journée ou de nuit. Et on vous dit à la prochaine. Bonjour.